Bon, je sais, c'est le vu d'hier, on a le vu d'aujourd'hui, mais j'ai envie de mater les extraits de Netanyahou sans qu'on regarde tout Netanyahou, si ça vous va. Ouais, et comme ça, on mate ce qu'il dit dans le vu, ce qui est d'ailleurs, c'est immonde. Hein. Il y a beaucoup de désinformation à la télé. Donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque... Oh, le document historique. Ouais, oh, le document historique qui va être dans les livres d'histoire de Pourquoi c'est news. C'est indécent, frère. Archi chaud, hein. C'est vraiment Ils se rendent pas compte du CSC, mais les gens, genre... Ils réfléchissent. En fait, vous partez du principe que pour eux, ils ont conscience que c'est mal ce qui se passe. Mais vous oubliez que dans leur tête, ils sont du côté de la morale, du bon, du bien, de la liberté, enfin vraiment, genre. Oui, c'est ça qui est fascinant. Ils sont fiers. C'est un moment, ils sont heureux, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu des screens de la meuf qui l'interviewe, là, j'ai oublié son nom. Il y a des moments où elle est vraiment, ça se voit qu'elle est heureuse, quoi. Genre, elle l'aime, genre, tu sais, elle est fière, quoi. Oui. Genre, c'est comme nous face à Mélenchon, un peu, quoi. Oui, bah, t'as une photo, c'est Laurence Ferrari, t'as une photo d'elle avec Meir Habib et Netanyahou, ils sont côte à côte. Oui, on dirait nous sur Instagram avec Rima Hassan. Oui, voilà la photo, ça, exactement. Tu fais ah ouais. Non, les gens, ils sont pas dans le même référentiel, quoi. Vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée regarde par... comment elle dit oui. Le fondamentalisme. Gros, non mais le fond, ça me fait rire parce que moi, désolé, mais j'ai vu ça, je me suis dit, on dirait le Sawa Show. On avait mis le drapeau palestinien. Oh, le Max qui a lancé la boucle. Ils auraient pu écrire le CNews Show, quoi. Bon, après, vous remarquerez la différence de moyens, quoi. Oui. C'est que, voilà, qui défend Israël et qui défend la Palestine. Ah ouais, genre c'est dur. C'est... C'est dur. Et d'ailleurs, après, je crois que c'est le seul extrait, en fait. Il n'y a pas trop d'autres extraits. Parce qu'il y a d'autres extraits où il parle de guerre de civil. Tu sais, il est vraiment dans les c'est chiant, en fait. Vous avez un lien turbo cliché, quoi. D'habitude, vu, ils mettent 2000 extraits. Ouais, mais là, il y en a aucun dedans. Je les mets pas, je les mets à l'avance et ils les mettent dedans. Et là, ils l'ont pas mis. En fait, ce qui est très important dans l'interview, du coup, désolé, c'est chiant, on n'a pas l'extrait en question. Mais c'est ça, c'est qu'il a... En fait, c'est pour comprendre un peu, pour mettre un peu de contexte, il faut savoir que Macron a quand même déclaré des choses. Alors d'ailleurs, j'ai plus la phrase exacte qu'il a dit parce qu'il utilisait un terme précis qui a vraiment énervé Netanyahou. Et Macron, justement, il a vraiment énervé Israël sur ce moment-là. Pour nous, la barbarie. Parce qu'on le trouve tellement... Oui, il a dit que voilà, il a dit qu'on combattait pas la barbarie en semant la barbarie. Ce que nous, on trouve bon... Oui, mais ce qui a quand même eu un impact assez fort. Et du coup, je pense que Netanyahou, pourquoi il fait cette interview aussi sur CNews, c'est pour mettre un coup de pression à Macron, à la France même en général, à Macron, mais à la France en général aussi, en essayant de récupérer le peuple français avec lui. Alors évidemment, le peuple français sioniste, raciste et tout, etc. Mais en essayant comme ça de faire un peu de pression sur le président, qui commence de plus en plus à montrer des signes de oui, bon, tu vas un peu trop loin. C'est en train de partir en couille, quoi. Et surtout que il y en a qui, il faut quand même se rappeler quand même de comment cette décision-là, que ce soit la France ou même d'autres pays, ça pourrait avoir un rôle. Si l'Europe demain décide de plus trop soutenir Israël, ou en tout cas beaucoup moins, de lui envoyer moins d'armes, de le condamner de plus en plus. Mais il ne se permettrait pas autant de choses, c'est évident. Ça peut le mettre dans une position de faiblesse. Et du coup, c'est sa spécialité de faire ce genre de choses. Il faut avoir ça en tête. Alors je sais que dans votre tête, vous dites quoi, mais Macron, c'est pas du tout... C'est pas un propal, bien sûr. Mais rendez-vous compte que déjà pour si peu, en fait, les conséquences... Comprenez que le peu qu'il dit, ça a déjà des conséquences, mais ça prouve pour moi, la réaction de Netanyahou à une petite phrase de Macron, prouve qu'il n'y aurait pas besoin d'être l'extrême gauche propale pour réussir à faire quelque chose sur le sujet, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est que Macron, on lui demande pas de devenir le plus basé à défendre la solution à un État ou j'en sais rien, tu vois. Il savait très bien. Juste, appeler un cessez-le-feu, quoi. Genre faire vraiment mettre en sorte les questions de cessez-le-feu, parce que nous, on l'a vu. Israël, ils ont vu qu'ils avaient un soutien international, de personne disait rien quand ils ont commencé à bombarder Gaza. Et là, leur avis, c'est vraiment on va conquérir tout ce qu'il y a autour de nous, parce que là, on a le rapport de force, quoi. Et du coup, ils veulent pas qu'il lui échappe. Et quand ils voient Macron qui les a sucés pendant des mois, ils se disent putain, on croyait avoir l'espace, est-ce qu'on va vraiment le garder? Donc bon, ils jouent, quoi. Et là, il savait très bien quel média il allait, c'est limite une opération de déstabilisation à ce stade que fait Netanyahou. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même
un jeu de ping-pong entre Macron et Netanyahou. Et bon, j'ai limite envie de dire tant mieux. Il est temps même, plutôt, que tant mieux. Voilà. Là, un des arguments chocs qu'il a utilisé et qui a été massivement repris, je pense qu'il y a aussi le post du CRIF d'ailleurs que je vais peut-être montrer. D'ailleurs, il y a des gens qui ont montré que le post du CRIF, il a été liké 6000 fois en 10 minutes à un moment, puis 6000 fois en 10 minutes à un autre moment. C'est assez exceptionnel. Il s'appelle plus comme ça, mais... Assez exceptionnel. Mais regardez, en fait, la base du discours, notamment pour convaincre l'extrême droite française, c'est la base du discours de toute façon de l'extrême droite israélienne, mais regardez, c'est nous combattons pour nous, mais pour vous aussi. Ils ont tué un prêtre français, le père Hamel, Samuel Paty. Ils ont commis le Bataclan. Alors, des Palestiniens, visiblement, ont commis le Bataclan, je savais pas. C'est des Arabes, les musulmans. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Ces gens vous tueraient tous s'ils le pouvaient. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie. Donc voilà le terme de guerre de civilisation. La rhétorique, c'est vraiment se battre contre le terrorisme islamique, quoi. Et genre tu les écoutes, la question de la colonisation n'a plus rien à voir là-dedans. C'est vraiment juste une question religieuse. Non, mais c'est la riposte. C'est la fameuse riposte. Et en fait, vous voyez, comme ça aussi, c'est pour ça qu'il y a des liens de plus en plus forts entre, de toute façon, l'extrême droite française et l'extrême droite israélienne. Et là, c'est complètement, ça fait partie du plan, parce qu'en fait, c'est de prendre aussi les affects des Français. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, que c'est dégueulasse pour tout le monde. Genre parce que prendre nos morts, et quand je dis nos morts, c'est tout le pays, en fait. Faut pas croire que le Bataclan, Samuel Paty, c'est réservé, l'empathie réservée que pour l'extrême droite, c'est devenu un sujet d'extrême droite. C'est pas vrai. Mais c'est prendre ce qui s'est passé utilise pas les nos morts pour justifier ta guerre. Oui, pour justifier des dingueries, pour justifier d'autres morts ailleurs. En plus, bien, tout le monde sait que Daesh et le Hamas, c'est des choses qu'on rien à voir en vérité, tu vois. Genre à part le fait d'être arabe. Et en plus de ça, là où par contre, t'as quelques personnes qui, même de droite, tombent pas dans le panneau, c'est qu'ils sont en mode, oui, en attendant, t'as tué des chrétiens au Liban. Enfin, tu vois, il y a aussi des gens qui sont en mode, enfin, c'est... Il y a de l'ironie, mais il y en a plein qui vont adorer. Sur le côté d'une organisation armée, islamiste, radicale, etc., machin. Mais en fait, tous les gens qui s'y connaissent, tu peux pas comparer les deux, c'est pas la même chose. Même le Hamas, c'est plutôt opposé à Daesh, etc. Enfin, et c'est pas pour dire que le Hamas c'est bien, contrairement à Daesh qui est très mal, etc. C'est juste que la comparaison, elle a pas de sens et qu'elle est juste faite pour convaincre les Occidentaux de les laisser tuer tous les civils qui veulent. Mais c'est là que tu vois que c'est vraiment de la propagande en fait. C'est même pas une question de point de vue là. Tu vois là, c'est vraiment. C'est toujours une excuse pour tuer des civils. Ça veut dire que même si c'était le même problème, il y avait tout à voir qu'on pouvait totalement comparer, ça justifie toujours pas de tuer des civils. Il y a un mec qui a fait un sketch qui est un peu une funny, mais il est en mode attendez, mais le Hamas ils utilisent des boucliers humains. Ok, disons que c'est vrai. Mais du coup, le principe des boucliers humains, c'est que tu tires pas normalement. C'est pour ça que les gens ils font ça. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont repris le sketch en mode ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Genre justement, quand tu te permets de tuer des civils, c'est toi qui les tues, même s'ils ont été mis devant, tu vois, c'est comme le truc des otages, quoi, genre, tu sais, dans les films, quand il y a quelqu'un qui se cache derrière quelqu'un et que la personne tue l'autre, c'est pas bien, enfin, tu sais, genre, c'est le truc de base. Oui, non, mais limite, il faudrait expliquer ça, quoi, c'est une dinguerie. Oui, non, mais on en est, genre, ça m'impressionne, que les gens soient en mode, et du coup, regarde, en fait, ce qui est intéressant, c'est la rhétorique générale qui est en train de se mettre en place, et où justement, alors, il y a eu aussi le communiqué du CRIF qui regardait, du coup, voilà, la courbe des likes, hein. Donc, vous pouvez voir, le post à 11h a été posté, il y a 0 like. À midi, d'un coup, 6000 likes. Donc globalement un beau gros 6000 likes jusqu'à midi. Et là hop, 6000 likes à nouveau d'un seul coup. Alors bon, il y a eu quand même des petites centaines de likes ici, tu vois, par-ci par-là. Ce qui est trop drôle, c'est que moi j'ai vu le truc un peu en live, c'est que t'avais justement Jimmy deux fois, j'ai plus son nom à Swan, son nom sur Twitter, bref, qui parlait de ça, qui a montré le truc en réponse au tweet du CRIF avec un mec qui lui parlait, ils étaient en train de discuter et ils étaient en mode ah regardez, il y a très peu de likes qui se passent là depuis 20h, ça prouve, tu sais, ils faisaient le truc, ça prouve qu'il y a pas. Et d'un coup, pendant qu'ils discutent, hop, 6000 likes, ça veut dire qu'il y a un mec qui a vu leur discussion, qui s'est dit ah ouais, c'est vrai que c'est grillé, on a plus de likes, et qui a remis un coup pour dire bah voilà, ça, genre gros, c'est 12 000 likes pour ce tweet de merde trop long, illisible, hein, mon cul. Hein. Mais justement, c'est intéressant parce que quand tu lis le communiqué, donc est très en colère contre Emmanuel Macron, toujours les propos de la barbarie, justement. Outrance et gâchis, jamais dans l'histoire, démocratie n'a accusé notre démocratie de semer la barbarie. Jamais en France, un président de la République n'a eu de tels mots envers nos alliés, quels que soient les désaccords et les divergences. Pour les Français juifs, ces mots sont ressentis comme une blessure. Alors, comme d'hab, hein, le CRIF qui arrive à essentialiser tous les juifs de ce pays, bref, c'est... Et à les revendiquer, c'est une dinguerie, mais bon, bref. Genre, en plus, c'est même, je veux dire, même en Israël, Netanyahou ne fait pas l'unanimité. Oui. En France non plus, enfin, faut arrêter, bref. Ils sont vécus comme une légitimation des propos
propos les plus radicaux et haineux de la France insoumise. Tiens, Macron, maintenant, c'est les pro-France insoumise. On sait pas pourquoi. Vis-à-vis d'Israël. Après, tu vois, je trouve ça donne raison à Mélenchon quand il disait déjà à ses partenaires de gauche, attention, vous serez les prochains à être qualifiés si vous assumez la propagande sur moi. Bah maintenant, même Macron lui-même. Hein. Donc, c'est dire si ça va loin, cette histoire. Je m'attendais pas à ce que ça arrive jusque-là, perso. Hein. Qui se traduisent depuis un an par une stigmatisation des juifs et la libération des passages à l'acte antisémite les plus dangereux. Alors ça, quand bien même c'est vrai, il y a aussi de l'islamophobie. Et c'est genre, oui, tu résumes un peu le débat avec des choses qui t'arrangent, quoi, entre guillemets, tu vois. De toute façon, moi, je vois, quand bien même, il y a des horreurs antisémites qui se passent depuis, et ça, c'est une évidence. En fait, ce qui est horrible, ce qui est le contre son camp du truc, c'est que la multiplication des actes antisémites, je vois pas pourquoi ça serait faux, mais vu qu'il y a un truc médiatique d'un combat politique contre la France insoumise singulièrement, eh ben, ça fait un focus sur cette fake news de l'antisémitisme de la fille, et du coup, en fait, ça parle pas des vrais actes antisémites qu'il y a et des trucs, du harcèlement, notamment le cyberharcèlement antisémite qu'il y a sur les réseaux qui est réel. Mais du coup, ça fait que moi, je vois des gens, des fois, dans des discussions de gens gauchistes en mode la montée de l'antisémitisme, c'est faux. Y a rien. Où est-ce que vous voyez une montée de l'antisémitisme? L'antisémitisme, ça n'existe plus, etc. Et t'as vraiment des gens qui, à force d'avoir cet argument CNews que les antisémites, c'est la fille, bah, les gens, ils finissent de se dire par l'antisémitisme, ça n'existe pas, ce qui est une catastrophe. Hein. Mais là, on en revient au discours CEDEC de l'instrumentalisation du combat contre l'antisémitisme qui recrée de l'antisémitisme. En parlant de ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça par mail. Je te remercie, qui m'a dit, bon, c'est SafeBeard, c'est une société qui utilise l'IA pour protéger les gens du cyberharcèlement, en gros. Et ils ont fait une enquête pour voir comment les personnalités politiques se faisaient attaquer, tu sais, en gros, les tweets d'insultes, notamment avec leur algo à eux qui permet de détecter les violences, les menaces de mort, les insultes, les diffamations et tout. Et donc, c'est évidemment les personnalités politiques qui sont les gens qui subissent. Alors, eux, ils disent victimes de cyberharcèlement. Je pense que c'est aussi logique qu'il y ait de la colère qui s'exprime vis-à-vis des personnalités publiques politiques. C'est logique. Mais bon. Après, des fois, c'est grave. Oui, mais justement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que regarde quelle est la personnalité qui est la plus commentée de manière problématique, c'est-à-dire négative. C'est Jean-Luc Mélenchon, avec un taux de toxicité de 80%. Et donc la plus grosse victime de cyberharcèlement de ce pays, sachez que c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Nous, on le sait, pour avoir été identifié sur des posts avec le compte Twitter de Mélenchon, les gens, vous imaginez pas les réponses. Mais plus que Macron, frère. C'est ça qui m'a, moi, choqué, en vrai. Et regarde, du coup, sur 73 000 commentaires, t'en as 58 000 problématiques, soit un taux de toxicité de 80%. Donc, c'est-à-dire que sur vos 20%, vous, de tweets, où vous dites le vieux basé, bah, en fait... Et tout le monde s'en branle du harcèlement qu'il reçoit. Et regarde, après, t'as Tondelier, qui en a énormément aussi. Ça m'étonne pas, parce que... Fort. Genre, ça, c'est les Macron, 57%. Bardella, Marine Le Pen, 48%, tu vois, etc. Donc là, vous pouvez voir ce truc-là. Et si tu regardes en plus Jean-Luc Mélenchon, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il a beaucoup plus de menaces que les autres, avec Macron qui est le deuxième en termes de menaces. Mais bon, c'est, tu vois, le nombre de gens en plus qui font des blagues, il faut tuer Emmanuel Macron, tu vois. C'est une dinguerie qu'il est quasiment... Enfin, qu'il ait plus de menaces que le président lui-même. Alors qu'en général, on le sait, les gens ils vont faire des vannes horribles, voire des menaces réelles sur le président en place. Là, c'est même pas le président. Les insultes, la haine identitaire aussi, regarde, qui est quand même, mais genre le triple des autres. Mais gros, mais tu sais que les posts Mélenchon, c'est à base de, vous imaginez pas le nombre de mèmes qu'il reçoit où ça lui met une barbe, le truc en mode l'islamisme, le racisme, l'islamisme des Arabes et tout, mais vraiment des gens qui sont... Et beaucoup de gens, et les profils où c'est un vieux daron qui se prend en photo dans son jardin avec sa calvasse, qui s'appelle Jean-Pierre Machin avec des chiffres à côté. Et ces gars-là, des fois, ils font des 7 ou 8 tweets sous chaque tweet de Mélenchon à les insulter, Enfin, genre, c'est vraiment le niveau de cyberharcèlement qu'il prend. Et surtout, personne ne dira jamais rien. Je vous ai tous là. Sandrine Rousseau n'est pas dans les Sandrine Rousseau. Genre, vous voyez votre réaction, je comprends pourquoi, parce qu'elle fait partie des gens hyper harcelés sur Internet et tout. Mais genre... mais c'est parce que... Rendez-vous compte. C'est parce que le cyberharcèlement, c'est beaucoup les femmes qui le subissent aussi. En général sur Internet. Et notamment si on... Non, mais attends, justement, laisse-moi finir. Notamment si on parle des randoms. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas des personnalités publiques. Je pense qu'il suffit de se balader 5 minutes sur Twitter. Et normalement, si t'as pas le cerveau trop encrassé par la misogynie, tu vois direct que la moindre meuf qui poste une petite photo d'elle qui a rien à voir peut se manger des salves de tweets d'une violence, tu vois, qui est exceptionnelle. Donc je pense que c'est pour ça aussi que Sandrine Rousseau, il y a une sorte d'espace politique où elle peut parler de cyberharcèlement
pas que en tant que personnalité politique, mais aussi en tant que femme, parce que beaucoup du harcèlement qu'elle reçoit, c'est pas juste sur ses convictions. Des fois, elle va recevoir des trucs vis-à-vis de ses convictions, il y en a même beaucoup, et je pense que ça ajoute, tu vois, dans la haine, le fait que ce soit une femme de gauche, écologiste, qui a dit des trucs autour de un peu engagement féminisme et tout, etc. Tu vois, elle peut recevoir des critiques vis-à-vis de ça, et même de la part de la gauche, les gens qui vont la trouver trop molle, etc. Mais il y a cette part de critique politique et il y a aussi des gens qui vont juste être horribles avec elle parce que c'est une meuf, tu vois. Mais il faut pas oublier que t'as aussi beaucoup d'hommes qui sont taillés sur le réseau et là en général c'est quand même des hommes connus, je trouve que c'est pas forcément des no one, même si ça peut arriver, tu vois. Genre et là, tu prends dans les personnalités politiques, bah, c'est absolument évident que Mélenchon il finit premier. Moi je suis pas vraiment étonné de ce qui se passe et tu regardes même dans le monde du football, c'est ça. Moi par exemple je pense qu'une des personnes pour moi la plus cyberharcelée du monde c'était Mbappé. Alors bon maintenant il y a ces histoires là qui tournent autour de lui qui vont amplifier l'affaire et peut-être à raison et tout, tu vois, mais en tout cas, genre quoi qu'il fasse, c'était une dinguerie, tu vois, genre t'avais la moitié de la France qui était sur lui. Bellec, sur le truc de la hiérarchie, moi je suis pas en train de dire que Sandrine Rousseau elle prend plus ou moins cher, je m'en branle, c'est pas ça la question, c'est juste de dire que je trouve qu'on ne le voit pas, on fait moins gaffe, on avait dit la même chose, c'est Wissam par exemple aussi, Wissam c'est moins pire maintenant, mais à l'époque où c'était un tweetos tout le temps, moi j'allais voir les réponses des tweets de Wissam, c'est indécent ce qui se prend Wissam en termes de racisme, et indécent tout le temps. Et tu sens que les gens n'ont pas le réflexe du cyberharcèlement quand ils voient ça. J'ai l'impression que faut le signifier. Ça, par exemple, si Wissam, il avait créé de dire « je me fais cyberharceler et tout », les gens l'auraient soutenu. Mais vu qu'il dit rien et qu'il veut pas rentrer sur cette rhétorique, et je pense qu'il a raison, tu vois, et ben les gens ne le voient pas. Mais puis elle est impossible en politique. On va te dire ouin si tu en parles. Quoi. Et en vrai, de toute façon, c'est fort probable qu'il y ait eu plein de gens là, vous avez fait des commentaires problématiques. Alors pas sur Mélenchon, mais sur Macron, sur Tondelier, sur Le Pen, sur Roussel. Je pense qu'il y en a ici qui ont écrit des tweets qui sont de l'ordre de la dinguerie. Et en plus, moi, je suis pas forcément contre. Pour ça aussi que la logique du cyberharcèlement, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, mais il faut aussi l'inscrire dans un rapport de force politique qui est malheureusement utilisé par littéralement toutes les personnes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que là, la question n'est pas genre de dire « Ah, pauvre Jean-Luc Mélenchon, il se fait cyberharceler », mais juste, moi, je trouve que c'est la différence, le degré de différence qui montre qu'il y a une réalité tangible. Et c'est pour ça aussi que quand je lis ce genre de communiqué, parce que du coup, on y revient, mais quand je lis ce genre de communiqué, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que c'est constamment, ça accuse la France insoumise de créer de l'antisémitisme, de créer du harcèlement, de créer, tu vois, ce genre de choses. Mais sauf que, c'est ce genre de posts en crée aussi. Et typiquement, là, parce que ça parlait de Sandrine Rousseau, mais moi je trouve qu'un des harcèlements qui m'a le plus choqué cette année, c'est celui de Rima Hassan, et notamment les dizaines d'appels qu'elle recevait quotidiennement. Rima, en plus, elle a mis les messages vocaux dans ses stories, et c'est vraiment des gens en mode on va te retrouver, on va te tuer, on va te violer, juste vite fait, on va s'amuser avec ton cadavre. C'est des choses. Vous voyez le silence médiatique sur ce sujet-là à propos de Rima Hassan ou d'autres. Imaginez si la gauche faisait ça. Alors moi, je dis pas de faire des menaces de mort en appelant sur le numéro privé, mais juste vous auriez des campagnes de harcèlement, même en restant politique et en disant des vrais trucs, mais il y aurait une levée de bouclier contre la gauche. Genre tu le vois que de toute façon, t'as une manif de gauche, c'est les gens les plus violents parce que ça pète 2 abribus, et là ça fait dans les médias pendant des heures, mais tu peux avoir tous les fachos de France qui disent toutes les plus grosses insultes racistes à tous les responsables politiques, un tout petit peu propal, mais le silence, tu vois. Mais là où moi je trouve qu'il y a une force et une dignité dans... Parce qu'en vrai, les gens, là, ce que je dis, c'est pour constater le réel, hein, c'est pas pour dire le cyberharcèlement, ça existe. Donc c'est bien, le cyberharcèlement, ça existe, donc on s'en fout. C'est pas ça que je dis. Je dis juste, bon, bah voilà, ça existe, on a ça en tête. Et justement, l'une des dignités, je trouve, de Rima Hassan, un truc que je trouve assez ouf, c'est quand elle dit que quand on lui parle de ça, elle dit oui, bien sûr, ça m'affecte. Mais c'est rien par rapport à ce que subissent les Palestiniens. Bien sûr qu'il y a un niveau de violence de la part des sionistes sur les réseaux sociaux qui est énorme et qui est d'une forme de pression politique. Et d'ailleurs, je pense que Rima Hassan l'en rend bien, parce que je pense que Rima Hassan a créé des ulcères à ses ennemis politiques avec ses tweets, avec les choses qu'elle déterre, avec les attaques. Elle est là pour abattre. Oui, c'est ça. Rima, tu vois. Mais elle a raison. Elle disait que c'est quand même rien par rapport à ce que subissent des gens. Et c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que bon, même si c'est violent, parfois les mots, tu vois, avoir un Macron qui dit on répond pas à la barbarie par la barbarie, et de faire comme si c'était la chose la plus grave qui ait jamais été faite, alors qu'en ce moment même des gens se font tuer au Liban, en Palestine et tout. Tu sais, il y a un truc que je trouve où justement en fait, où parfois j'ai l'impression que le cyberharcèlement, tout le monde l'utilise pour attaquer les autres et pour se victimiser soi-même. Ouais.
C'est pour ça que Mélenchon a raison de pas en faire un sujet, je pense. Et c'est ça qui est fou. Et moi, là, j'ai vraiment du mal avec les gens qui l'utilisent et qui se victimisent en même temps. Je trouve qu'il y a un truc vraiment... C'est comme si nous, on se plaignait d'avoir des gens qui se moquent de nous et qui nous mettent un peu cher, alors qu'on passe notre temps à être moqueur et à avoir un ton un peu... voilà, quoi. Ouais, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu as utilisé un mot, alors là, on joue peut-être sur les mots, mais que tu as dit se plaindre. Non. Mais justement, moi, je trouve qu'à la limite, tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de te plaindre que ça te saoule, que genre, tu te subis tout le temps de la haine dès que tu mets un truc. Non, je trouve que c'est pas pareil de se plaindre et de dire, des fois, ça me saoule, vas-y, c'est dur à vivre, tu vois, de le dire. Genre, je pense que ça, toutes les personnes qui ont été sur les réseaux un petit peu exposées savent que c'est pas facile. Mais c'est une autre chose de se victimiser en mode, il n'y a que les autres qui font ça. Moi, je trouve que c'est ça avec quoi j'ai un véritable problème. Tu vois, c'est pas le truc de se plaindre. Bien sûr que t'as le droit de te plaindre d'un truc comme ça. C'est genre, c'est affreux, frère, de se faire insulter, menacer. Genre, heureusement qu'on puisse encore un petit peu s'en plaindre et ouin des fois, tu vois. Mais dire, ça serait comme dire, la gauche n'a jamais harcelé de sa vie. Après, je pense que les gens le disent plus ça, mais... Non, moi, c'est ceux qui le disent qui m'inquiètent, justement. Là où tu fais exprès de pas comprendre ce que je dis, c'est que je te dis pas de s'en plaindre comme ça. C'est que des gens, dans leur méthode politique permanente, c'est de harceler, de faire ça, tu vois, genre notamment dans le game Twitter, mais pas que Twitter, et qui sont tout le temps dans la critique politique, et tu sais, le truc passif, agressif, insupportable, etc. Et qui, dès que tu leur réponds, pètent des câbles en mode, je me fais cyberharceler, c'est pas possible, etc. Mais attends, mais parce que là, toi, ce que tu vises, là où t'es vicieux, c'est que tu vises les polis. C'est-à-dire, nous, on est des pas polis, donc comme on est des pas polis, on n'a vraiment pas le droit de se plaindre de ça. Moi, je trouve que c'est ceux qui vont faire de la violence symbolique, mais qui vont être toujours très polis sur Internet. Pas du tout, mais... et qui vont être très polis sur Internet, mais qui vont avoir eux aussi une forme d'expression politique et donc de s'inscrire avec plus ou moins de violence, de véhémence dans le rapport de force. Notamment donner des leçons, ça peut donner des ulcères aussi à des gens. Et c'est les premiers qui, eux, vont parler de dire « Ah ouais, je me fais harceler alors que j'ai toujours été correct. » Bah non, à partir du moment où tu t'exprimes, tu rentres dans ce truc. Après, tu peux trouver que le constat est triste et il y a plein de gens qui ne s'expriment pas à cause de ça. Qui ne s'expriment pas tout simplement parce que le climat d'Internet, et pas que le climat de la politique, est trop hostile. Je connais nombre de gens qui ont dit j'ai voulu faire la politique, j'ai voulu être dans le monde militant, j'ai voulu ceci ou cela, et en fait... oui, ok, Mona Chollet. C'est trop dur, quoi. Il y a des gens qui le pensent. T'as vu Mona Chollet ou pas? Non. Il y a eu un mini drama parce que elle a voulu militer. Elle s'est rendue compte que la gauche, c'était quand même un peu des injonctions à faire des trucs, et c'est quand même malaisant, et puis il y a un peu de la pureté militante. Je me suis pas senti très à l'aise dans le militantisme, etc. Du coup, elle se fait turbo-terminer en mode « Oh, t'as été dans une asso 5 minutes, t'as pas supporté de te faire remettre en question. » Après, Mona Chollet, je trouve les gens, ils sont durs avec elle quand même, des fois. Ils en rajoutent un peu. Elle est allée à RP. Vous êtes sûr que c'était à RP, les gens? Moi, je crois pas. Alors, surtout Mona Chollet. De toute façon, moi, j'ai rien suivi, donc je sais même pas de quoi tu parles. Donc je ne donne pas d'avis. Mais tu connais Mona Chollet? Oui, je connais Mona Chollet, mais je n'ai pas suivi cette histoire. T'es bien de base? Non, moi, j'ai des critiques aussi sur des trucs. Non, Mona Chollet, moi, j'ai pas lu ces 2 derniers. Je me suis arrêté à Sorcière, que j'ai trouvé vraiment très... Justement, son dernier, déjà assez superficiel. Mais j'avais bien aimé, moi, le premier, Beauté Fatale. Aussi, après, celui qui avait écrit, qui s'appelait Chez Soi, je crois, sur le truc à la maison. Puis je lisais aussi un peu ses articles, justement, même ses diplômes, qui a parlé beaucoup de la Palestine, Mona Chollet. C'est une des premières personnes dont je voyais souvent du relais aussi autour de ses articles à l'époque. C'est pour ça que j'en parle. Je trouve les gens, ils forcent. Tu vois, il y a quand même des trucs à sauver dans son œuvre. Faut pas être... En fait, les gens, ils sont en mode vraiment white femme, machin, tu sais, presque Maya Mazorette. Oui. Bon, c'est pas Maya Mazorette non plus. Voilà, on est d'accord. C'est pas non plus la pire go, quoi. Bon, attends, pour revenir sur le sujet, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est aussi l'équivalent. Enfin, regarde, justement, où ça dit que personne en démocratie n'aime la guerre, mais les mots outranciers employés par le président de la République renvoient symboliquement dos à dos les vrais barbares du Hamas et du Hezbollah qui ont massacré, mutilé et violé des populations civiles et la riposte d'une démocratie attaquée. Non, c'est une dinguerie d'écrire une chose pareille, je trouve. Tu sais, il y a tellement pas de nuances. En fait, ce qui me fascine, c'est qu'on est tout le temps en train de donner l'impression que dès que quelqu'un dans ce pays est pro-palestinien, il est en mode pro-Hamas. C'est que jamais il remet il est en mode limite à savourer ce qui s'est passé le 7 octobre, alors que la plupart, alors bien sûr, il y a quelques golemons, mais la plupart des militants pro-palestiniens sont justement assez solides pour dénoncer
ce qui s'est passé le 7 octobre pour trouver que ça ne se fait pas, mais remettre les choses aussi dans leur contexte et même parler de le nombre de morts, la colonisation, rappeler les faits et tout. Et là, il y a, genre, c'est caricatural. Et c'est pas les seuls à être dans ce genre de rhétorique. Regarde, Alain Finkielkraut, votre philosophe préféré au chat. Juste vite fait, avant de mater Finkielkraut, moi, ce que je trouve deep, c'est que quand même, pendant longtemps, et même au début, tu vois, dans les médias, t'avais un truc un peu de aucune mort civile, tu vois, la position de base, c'était un peu le signe égal de l'armée israélienne, peut-être des fois, ils tuent un peu des civils, même s'ils ont le droit de se défendre et tout. Et là, tu vois la radicalisation du discours, où maintenant, c'est clairement le CRIF, c'est clairement légitimé de tuer des gens, et c'est la rhétorique qu'il y a à CNews, et c'est en train de se finir. Et attends, CNews, c'est que c'est en train de mettre dans une position difficile justement les fameux sionistes de gauche un peu méchants des deux côtés, etc. Ils se retrouvent justement, ils se retrouvent de devoir choisir un camp. Et tu vois qu'il y en a pas mal, notamment il y a une meuf du PS qui est souvent de ELV qui est souvent sur Twitter, où tu vois que quand ils choisissent leur camp, c'est pas le nôtre. Hein. Tu dis CNews, mais là c'est pour ça que je montrais l'article du Figaro là sur Netanyahou et qui a fait du coup aussi des interviews avec Finkielkraut. C'est aussi le Figaro qui rentre complètement dans cette rhétorique en ce moment. Donc tu vois, bon, journal de droite, tu vois, Figaro typiquement, tu t'attendrais à ce que ça soit moins CNews, mais non. Quoi qu'on pense de la riposte israélienne, le mot de génocide est fou. Pour qu'Israël arrête, il suffirait que le Hamas dépose... Le Hamas. C'est caricatural. Le Hamas. Les armes et libère les otages. Est-ce que les Juifs ont jamais eu un choix pareil ? Est-ce qu'on a vacciné les Juifs du ghetto de Varsovie, alors que tous les enfants de Gaza ont été vaccinés ? Donc, waouh. C'est une vanne. Waouh. Personne ne le reprend. C'est une vanne. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'un anti-vax écoute ça et se dit « Ah ! Les pauvres Palestiniens !» Qui force à se vacciner. Ce terme de génocide est ignoble, mais il permet justement de nazifier les Juifs, de leur faire perdre tout leur crédit victimaire, de dire qu'ils sont passés dans le mauvais camp, ils sont des bourreaux, et donc ils sont eux-mêmes des nazis et des racistes. Donc c'est ça, si vous voulez, ce qui caractérise l'antisémitisme de ce temps, c'est que c'est un antiracisme. Et comme c'est un antiracisme, il est inculpabilisable. Tu vois, c'est une dinguerie de dire ça. C'est fou, ça. Les gens vraiment, genre, c'est... En fait, c'est vraiment du Judith contre Butler la guerre à l'envers. C'est fascinant. Ouais, c'est ça. C'est fascinant. Là, la rhétorique, elle est arrivée au bout du bout, quoi. Et vraiment, il y a les gens qui sont un peu gênés sur le sujet et les gens un peu de gauche qui continuent à vouloir ménager la chèvre et le chou. Genre, c'est ça que vous légitimez, en fait. Comment c'est possible ? Sur la dernière sortie de La Fabrique, là, il y a eu l'émission de Parole d'honneur avec Horia Boutelja et aussi t'as Maxime là, de Tzedek, qui parle d'ailleurs, si ça vous intéresse, des sionistes de gauche et pourquoi lui, il n'en est pas devenu un, enfin, en tout cas, comment il est sorti de cette position-là. Donc, c'est assez intéressant. C'est dans le livre aussi, mais si vous voulez aller écouter l'émission, qui est un peu plus accessible, n'en déplaise à... Moi, j'ai toujours pas mon exemplaire. N'en déplaise à certains, ils sont là, les deux, oui. Bon, il y a ça dedans. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que t'as un morceau de l'émission où justement, en fait, c'est à la toute fin de l'émission, t'as Horia Boutelja, qui parle de toute la logique que t'as souvent de ils ont 22 pays, les Arabes, on en a un seul. Et elle parle de cette logique-là en disant, mais il y a un truc qui est limite triste, que la diaspora juive, c'est un truc qu'on a tué, quoi. Et que maintenant, le côté de l'État-nation, c'est un truc auquel maintenant, c'est le discours de les Juifs doivent absolument avoir un État-nation, alors qu'avant, ils pouvaient être absolument partout, et que c'est ça aussi, a dit par exemple les musulmans, il y a plusieurs musulmans dans différents pays, c'est ça aussi qui fait la richesse, que les cultures se mélangent, s'entrecroisent, et on dirait dans ce discours-là que du coup, il faut être juif seulement dans un État-nation et tout, etc. Donc ça parle de ça, en gros, tu vois, avec Maxime, justement. La place de... En plus, c'est un thème connu, notamment à gauche, sur la question de l'utilisation de l'État-nation et de... Et t'as Eugénie Bastier, regarde le tweet. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est du coup dans cette séquence, c'est comme tu dis, elle est compliquée pour les sionistes de gauche, mais même moi je trouve, elle remonte l'antisémitisme des sionistes de droite. Tu vois ? Du coup, Eugénie Bastier qui est en roue libre à propos des juifs diasporiques, ils se rendent pas compte d'à quel point ils avaient la chance d'être diasporiques, de la chance de pas avoir d'État-nation, cette structure qu'on a imposée à toute la planète. C'était notre exemple, les juifs diasporiques comme les Roms. Comment ils peuvent mépriser ce passé diasporique ? J'arrive pas à comprendre. Ça leur a valu d'être exterminés au XXIe siècle, en fait. Au XXe siècle, en fait. Mais attends, mais là, on est en train de dire que c'était de la faute des Juifs.
Oui, c'est parce qu'ils étaient diasporiques. C'est parce qu'ils étaient diasporiques qu'on les a massacrés. Donc, tant mieux si. Mais en fait, je trouve que ça donne raison à toutes les lectures de gauche décoloniale qu'il y a eu. Tu sais, qui sont vraiment en mode en train de dire regardez, ça reste, encore une fois, l'antisémitisme qui a amené à cette situation ubuesque, tu vois. Et tu le vois que ces gens-là veulent mettre les Juifs en Israël et qu'on n'en parle plus. Pour être tranquille. Genre on leur donne leur terre, parce que c'est vrai qu'on a un peu fait des dingueries pendant la Shoah, et maintenant qu'ils nous laissent tranquilles. Et s'ils peuvent tuer les Arabes, ça nous arrange. C'est vraiment... C'est grave. Cette situation, ils le disent presque. Tu lis leur tweet, tu le vois. Elle compare ça à la Palestine. Déjà, elle voit pas la différence entre genre les Palestiniens apatrides et le fait de parler des Juifs qui vivaient partout et qui se sont fait massacrer et qui allô, la comparaison est hyper problématique de la part de Jenny Bastier, c'est très grave. On arrive à un point, frère. Mais ce qui est au moins un petit peu intéressant, ce qu'on peut se dire, c'est que Netanyahou, là, il est en train d'utiliser ses dernières armes et qui vont de plus en plus loin, comme tu le disais, Raz, tu vois, dans le discours. Et je pense que c'est un truc qui rend encore plus visible, peut-être, tu vois, la propagande de jour en jour, et sachant que ce qui se passe à côté, les crimes sont de plus en plus insoutenables. Enfin, ils l'étaient déjà, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est leur durée, le fait qu'il y ait de plus en plus de morts civiles. La durée et le fait que tu vois que maintenant, la nouvelle d'Israël, maintenant, ils sont en mode on s'arrête pas. On va aller au Liban et ils veulent vraiment conquérir encore plus de territoires. Genre, ils passent de cette soi-disant défense qui servait globalement à essayer de tuer le plus de possible de Palestiniens à Gaza, à on instrumentalise ce qui nous est arrivé pour conquérir encore plus de territoires et coloniser encore plus, quoi. Donc bon, voilà, ça se radicalise, quoi. Mais bon, Macron a dit un truc vite fait, ça va, c'est cool. Bref, ça m'énerve. Ouais. Après, ça suffit pour que Netanyahou, il vienne Après, là, il y a beaucoup de gens qui énerver nos racistes en disant pensez à Samuel Paty, je fais ça pour vous. C'est quand même chaud, frère. Ils vont être d'accord. On est à un niveau... Et il y a quelqu'un qui dit il a plus le choix. Dès qu'il arrête, il va devoir se justifier. Alors moi, je suis sûr que ça joue. Le fait que Netanyahou, ils savent que dès que la guerre s'arrête, va falloir rendre des comptes. Mais les gens, vous pensez vraiment qu'ils s'en profitent pas pour coloniser plus? En fait, ce que j'aime pas dans votre avis, c'est qu'on dirait que Netanyahou, il fait ça pour sauver son cul, seul contre tous. Mais non, enfin, je veux dire, il y a une politique colonisatrice partagée par lui, son parti et pas mal de gens en Israël, et les gens trouvent ça très bien. Genre, c'est les deux, voilà, c'est ça. Faut pas oublier le fait qu'ils veulent coloniser, quoi. Genre, éviter les explications aussi simplistes, quoi. Fallait qu'on parle de ça, c'est indispensable. Voilà.